Écoute bien, une mission d'infiltration foire complètement, parce qu'il a fallu sauver l'héritier le plus ingérable du pays. Le gamin qui l'a tiré de là n'est pas juste un gosse de riche, c'est le seul qui connaît son vrai nom. Si tu veux voir un pro se retrouver au pied du mur, reste là. C'est comme ça que commence Fuera de Rumbo. Théo a déjà grillé l'identité du héros, alors manifeste-toi en laissant un petit commentaire. Abonne-toi et lâche un like aussi propre que la droite qui a envoyé ces types mordre la poussière. Allez, on envoie! À peine entré dans la chambre, le type aux cheveux d'argent commençait déjà à s'effondrer. Notre héros le traîne comme il peut, pestant entre ses dents parce que le bougre pèse une tonne. Le gars transpirait comme un coupable à la barre et il est devenu agressif dès qu'on lui a suggéré l'hôpital. Ça crevait les yeux qu'il avait un truc à cacher. Tout ce que voulait notre gars, c'était lui filer un verre de flotte et se tirer. Mais l'autre s'est réveillé avec l'envie de foutre la merde. Sans crier gare, le blondinet lui chope le bras et l'envoie valser sur le lit d'un coup sec, comme un vulgaire sac à patates. Les voilà face à face, et notre héros se demande s'il va se faire cuisiner ou s'il vient de s'embarquer dans un plan foireux qu'il va regretter. L'autre l'accuse d'être un vautour, comme tous les types du club, alors que le prota sent que sa patience a atteint ses limites. Pour comprendre ce fiasco, il faut remonter 1 heure plus tôt, dans une de ces soirées huppées où l'air empeste le parfum de luxe et l'argent sale. Le prota est au bar, l'esprit ailleurs, quand son portable se met à vibrer. C'est son contact J, un type qui a autant de tact qu'un coup de poing dans les dents, qui lui envoie un message pour lui dire de ne pas lâcher la cible d'une semelle. En grand professionnel qu'il est, notre héros lui répond par un selfie avec un doigt d'honneur bien senti. La cible, c'est Crystal, une influenceuse milliardaire qui attire les emmerdes comme un aimant, mais elle n'est que l'appât. Le gros poisson, c'est son oncle, Dominique, un mafieux assez puissant pour contrôler le marché noir. C'est leur seule piste pour retrouver le diamant rouge, même si pour ça, le prota doit risquer sa peau. Mais alors qu'il essaie de se fondre dans le décor au comptoir, il surprend la conversation d'une belle bande de crevures. Juste à côté de lui, des types louches ont déjà jeté leur dévolu sur Théo Yeon, le plus jeune héritier du groupe Yeonsun. Le gamin est censé être le fils oublié de la famille. Mais avec cette tignasse argentée et son attitude, le côté invisible ressemble plutôt à une blague. Leur plan est aussi basique que répugnant le droguer, le filmer dans une position compromettante et passer le reste de leur vie à le faire chanter. Regardez-les, ils sont déjà persuadés d'avoir décroché le gros lot. Le prota essaie de faire la sourde oreille, il a déjà bien assez de problèmes comme ça, mais impossible d'ignorer que l'héritier est en train de perdre pied. Théo est en nage, complètement à l'ouest, et quand leurs regards se croisent une seconde, le prota sent qu'il doit agir. Tout part en vrille quand les types commencent à le bousculer, feignant d'être de vieux potes, tout en ricanant de l'effet dévastateur du cachet qu'ils lui ont fait gober. Sérieux? Il y a vraiment des gens qui n'ont aucune race. La coupe est pleine. Le prota se lève du bar avec cette aura, qui annonce que quelqu'un va passer un sale quart d'heure. Il intervient pile au moment où il commençait à l'embarquer, sans même prendre la peine de dire bonjour. Il décoche une droite magistrale au premier qui se trouve sur son chemin. Le type est KO avant même d'avoir compris ce qui lui arrivait. On gagne du temps, pas besoin de discuter. La blonde du groupe est totalement perdue, et les autres restent pétrifiés sous le regard noir du prota, qui leur fait comprendre qu'il ferait mieux de déguerpir avant que ça ne dégénère vraiment. À cause de cette histoire, il a perdu Crystal de vue. Autant dire qu'il est d'une humeur de chien. Un des minables tente de faire le malin, mais le prota le liquide d'un mouvement si net que le type se retrouve à compter les carreaux du sol avant d'avoir pu ouvrir la bouche. Fin de soirée pour ces agresseurs de bas étage. Une fois le ménage fait, il s'approche de Théo, affalé sur la table en train de baragouiner des conneries, et le balance sur son épaule comme un sac de ciment. L'héritier a le cerveau complètement cramé par la drogue, mais il lui reste assez de fierté pour refuser l'hosto et exiger qu'on le ramène direct à son hôtel. On voit direct que le gamin est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, c'est le genre de type qui entre dans un 5 étoiles, donne son nom, et les clés du penthouse lui tombent tout droit dans la main. Le prota finit par accepter, même s'il l'a mauvaise d'avoir foiré sa mission pour un inconnu. Il l'extrait de là, alors que l'autre se plaint que le plafond tourne, le prévenant que s'il ne marche pas droit, il le laisse sur le trottoir. Une chose est sûre, l'invisible de la famille Yeon vient de contracter une sacrée dette. Théo Yeon n'est pas vraiment le genre d'héritier qu'on croise à tous les coins de rue. Fils cadet du groupe Yeonsun, c'est le genre de type qui a décrété que le trône familial demandait trop d'efforts et qui a préféré la lumière des projecteurs. Il jongle entre la direction d'une boîte de BTP et les séances photos, et il s'est même payé le luxe de prendre sa retraite du Grand Prix avec un record du monde en poche, juste pour la frime. En gros, c'est une gueule d'ange avec un compte en banque illimité et beaucoup trop de temps libre. Mais une fois dans la chambre, l'ambiance a radicalement changé. Théo est complètement défoncé. Ses barrières ont volé en éclats. Et pourtant, il lâche une bombe, il connaît le véritable nom de Gunmu. Gunmu en a le souffle coupé. Il est censé être un fantôme, un homme qui n'existe sur aucun registre, et voilà que ce gosse aux neurones en compote le suit à la trace depuis un bail.
Théo n'est pas là pour plaisanter. Il joue carte sur table, montre qu'il sait exactement ce qu'il veut et lui pose un ultimatum soit Gunmu est sur la même longueur d'onde, soit il l'achève sur le champ. Inutile de préciser qu'il n'a pas utilisé ses points, même s'il a fini par le mettre KO pour des raisons bien plus réjouissantes. Au petit matin, Gunmu est sur le balcon, clope au bec, essayant tant bien que mal de digérer le désastre. Cela faisait 1 an et demi qu'il vivait infiltré parmi les gens les plus influents du pays. Et jamais il n'aurait imaginé que sa plus grande menace serait un ivrogne au visage d'ange. Il observe le gamin qui dort et doit bien admettre que l'héritier a toujours de la gueule, même s'il est incapable de dire en quelle année on est. Le vrai problème, c'est le comment Gunmu s'est acharné à devenir l'homme le plus invisible de la planète, et pourtant ce mec connaît son nom par cœur. Il reste là, assis, sentant chaque muscle de son corps le faire souffrir tandis qu'il écrase ses cigarettes les unes après les autres. Gunmu a l'impression de s'être fait rouler dessus par un 38 tonnes. Entre les substances que l'autre avait ingérées et son énergie inépuisable, il a fini physiquement lessivé. Ce type est un danger public. Il grille votre identité secrète et vous laisse sur les rotules en une seule nuit, le tout avec le même flegme que s'il signait un autographe. Maintenant, Gunmu ne pense qu'à une chose: comment expliquer ce fiasco à son contact avant de quitter la ville demain. Avec un peu de chance, ça restera l'erreur d'une nuit et rien de plus. Enfin, c'est ce qu'il essaie de se croire. Le jour se lève sur la suite impériale. L'héritier prend tout son temps, comme s'il n'y avait pas un type au bord de la crise de nerfs assis dans son fauteuil. Le voilà qui se prépare tranquillement un café en peignoir, profitant de l'occasion pour exhiber ses charmes devant l'objectif, pendant que Gunmu l'attend en tirant une tronche de 6 pieds de long. Le gamin l'a réveillé parce qu'il n'en pouvait plus de cogiter, mais le blondinet se déplace avec le flegme de celui qui n'a jamais eu à se lever à l'aube pour aller bosser. Gunmu ne veut qu'une chose: se tirer d'ici avant de quitter la ville. Mais Théo joue les grands seigneurs et s'éloigne, comme si la nuit dernière n'avait été qu'une simple formalité administrative. Gunmu lui balance qu'il l'a retenu de force, mais se sent gêne à réponse à tout. Il prétend que s'il est encore là à l'écouter, c'est qu'il a pris bien plus de plaisir qu'il ne veut bien l'admettre. Et pour couronner le tout, il lui sort le grand jeu juridique pour lui rappeler qui commande. Selon lui, si Gunmu l'avait déposé à l'hôpital, ses avocats lui auraient déjà collé 3 procès pour agression sexuelle sur le dos, juste pour protéger l'image de la boîte. Il ajoute au passage qu'il ne compte pas l'envoyer en tôle après s'être servi de lui, comme d'un jouet toute la nuit. Toujours avec le même calme olympien, l'héritier lui demande son numéro pour qu'il reste en contact. Saoulé par ses beaux discours, Gunmu jette sa carte sur la table et lui dit de faire ce qu'il veut, mais de l'oublier définitivement. Il sort de là comme une furie, l'orgueil en miettes et le goût amer d'être tombé sur un psychopathe de première catégorie. Dans le couloir, il manque de percuter une femme escortée par un garde du corps bâti comme une armoire à glace. C'est Sona Yeon, la présidente de l'hôtel, la seule qui entre ici sans frapper. Elle commence par le sermonner pour ne pas avoir donné de nouvelles et pour l'odeur de tabac, le traitant comme un gamin qui vient de casser un vase. Mais Théo ne sourcille même pas, il hausse les épaules et lui rétorque que c'est elle qui fume. On dirait que l'arrogance est génétique dans cette famille. Sona ne tourne pas autour du pot et lui balance la vérité brutale. Les types qui ont essayé de le droguer hier soir n'étaient pas de simples voyous, mais les mêmes qui avaient déjà causé des ennuis à l'hôtel par le passé. Théo était ailleurs, mais la note vient de tomber pour la présidente. Elle lui a laissé le bénéfice du doute uniquement parce qu'il prétend traiter son corps comme un sanctuaire. Pourtant, vu ce qui s'est passé cette nuit, le sanctuaire semble avoir laissé la porte grande ouverte au premier venu. Sona l'envoie direct à l'hôpital pour qu'il arrête d'attirer l'attention, mais avant, elle lui porte le coup de grâce, sa sœur aînée veut le voir. Et vite, l'héritier manque de se décomposer sur place. Un frisson le parcourt sans prévenir apparemment. Il y a quelqu'un d'encore plus terrifiant qu'elle qui tire les ficelles dans cette famille. Pendant que Sona fume avec un calme insolent, Théo réalise que maman n'est que le début des problèmes. Sa sœur ne sera pas aussi clémente quand elle l'aura en face d'elle. Pendant ce temps, Gunmu est retourné à sa base, un entrepôt qui semble sur le point de s'écrouler de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est une véritable fourmilière technologique. Son contact l'y attend, un type aux cheveux bleus et lunettes roses sorti tout droit d'une rêve partie qui a moins de patience qu'un gosse affamé. Il l'accueille en hurlant, lui demandant pourquoi il a une tête de déterré. Gunmu, qui ne compte pas avouer qu'il a failli finir en joujou pour milliardaire, lui sort qu'il émerge tout juste d'une sieste. Le type aux lunettes n'en a cure de ses états d'âme, il a déjà fait sa part du boulot en piratant le système de sécurité d'un certain Dominique pour le rendez-vous du jour. C'est la dernière mission de Gunmu avant la retraite, et son partenaire lui fait bien comprendre que s'il foire, il n'aura nulle part où se cacher. Le jeune homme reste là, le regard vide, réalisant que le vrai problème n'était ni la mission, ni même Théo Yeon. L'homme avec qui il n'aurait vraiment pas dû s'acoquiner, c'est celui qui est assis en face de lui.
ce contact qui ne le lâche pas d'une semelle. Mais il n'y a plus de marche arrière possible. Il doit remplir sa part du contrat s'il veut un jour disparaître de la circulation pour de bon. Le hacker aux lunettes roses le remet direct à sa place, en lui rappelant que toute l'opération repose sur ses épaules. Gunmu est une vraie pile électrique. Il ressasse chaque erreur et repense au jour où son soi-disant pote l'a vendu pour 3 clopes. Faut croire qu'il n'a vraiment pas de bol en amitié, mais son associé perd patience et lui fout un coup de pied au cul pour le faire réagir. Ils n'ont qu'une heure devant eux. Le gars doit impérativement se remettre en selle. Le plan est basique, déguisement d'électricien, et on rentre par la grande porte. La cible est en voyage et n'a laissé qu'un seul garde, autant dire qu'ils n'ont qu'à se servir. Ils arrivent en camionnette et passent devant la sécurité, comme si de rien n'était. Le vigile ne bronche même pas. Une fois en position, le binoclard ouvre le boîtier électrique et plonge tout l'immeuble dans le noir. C'est le signal. Gunmu est déjà sur le toit, en train d'installer la corde pour la descente. Il se jette dans le vide et atterrit sans un bruit, pendant que le garde panique et tente d'appeler le patron à cause de la coupure de courant. Le pauvre type ne se doute pas une seconde que le vrai problème vient de passer par la fenêtre. Gunmu surgit derrière lui et lui assène un coup sec sur la nuque, le laissant s'écrouler dans un coin comme une vieille chaussette. Tout en sirotant son jus, le gars aux lunettes roses surveille la situation depuis les ombres. Il trouve ça louche que la sécurité soit aussi bidon pour un endroit censé abriter un trésor. Il soupçonne Dominique d'être un amateur et que le vrai coffre soit ailleurs. Le hacker aux cheveux bleus ne supporte plus que Gunmu n'en fasse qu'à sa tête sans suivre les consignes. Sa décision est prise après ce coup. Son associé doit disparaître de la circulation. Il compte s'en débarrasser dès ce soir pour ne pas avoir à partager le butin. Il écrase sa brique de jus et se remet au boulot. Gunmu réussit à forcer le coffre et tombe sur une surprise de taille, un sac rempli de diamants roses. En apprenant la nouvelle, l'autre manque de s'étouffer avec sa paille. Il lui ordonne de tout rafler et de se tirer de là. Fissa. Au milieu des liasses, le gamin déniche un flingue et se dit que ça tombe à pic, on ne sait jamais quand on aura besoin d'un plan B pour se sortir du pétrin. Mais le calme est de courte durée. Le radar se met à hurler, signalant que la bagnole de Dominique vient de se garer. Tout va partir en vrille en 2 secondes. Les gardes découvrent leurs collègues ligotés et c'est le chaos total dans la baraque. Gunmu vérifie son matos avant de s'échapper par la fenêtre, mais Dominique défonce la porte comme s'il ignorait l'existence des poignées. Il est escorté par des gorilles tout droit sortis d'un film de mafieux à petit budget. Dominique arrive pile à temps pour voir le gamin s'enfuir. Il se fige net quand il voit qu'on le braque. Les hommes de main pètent un câble, mais au lieu de tirer, le petit utilise l'arme pour lui fracasser le visage à coups de crosse. Le bruit d'os brisés est sans appel, et son nez est bon pour une reconstruction complète. Pendant que les autres gueulent comme des putois, Gunmu profite du bordel pour se volatiliser dans la nuit. Pourtant, il n'a pas le cœur à la fête. Il sait qu'il vient de faire une énorme boulette et qu'il a maintenant toute une mafia aux trousses. Ses rêves de retraite viennent de s'envoler. Oula, ça a complètement dégénéré. Si le gars a sorti son flingue en plan B pour refaire le portrait du boss, vous dégainez ce like en plan A pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater l'évasion et dites-moi en commentaire quel manoir vous voulez que je vous raconte la prochaine fois. Allez, à plus!